Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler mercato avec une rumeur qui enfle ces derniers jours mais qui court depuis un bon mois, celle qui lie le PSG à Joao Félix, en perdition à l'Atlético, un talent très certain, un agent qui devrait jouer en la faveur du PSG qui aimerait ouvrir le dossier dans le cadre d'un prêt cet hiver pour un petit peu renforcer notre banc, peut-être aussi penser au remplacement de Lionel Messi. Bref, on va décortiquer tout ça dans cette vidéo, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer comme d'habitude avec les informations. Depuis un bon mois, ce sont les médias espagnols et portugais qui s'excitaient sur la rumeur, mais hier, c'est une source française qui a confirmé l'intérêt du PSG. Le Parisien annonce que Luis Campos aimerait le signer dans le cadre d'un prêt et Matteo Moretto annonce qu'il y a déjà des discussions entamées avec son agent Jorge Mendes qui devrait jouer en notre faveur bien évidemment. On sait qu'il a placé pas mal de ses poulains au club cet été et que le changement de direction avec la prolongation d'Mbappé l'a bien aidé. Sous Leonardo, c'était Mino Raiola qui contrôlait tout, avec la rumeur Pogba, Donnarumma, Verratti, Xavi Simons, pour ne citer que ces dossiers. Là, on semble se transformer en une colonie de Jorge Mendes, avec sa galaxie d'intermédiaires dans les opérations pour se goinfrer, et son portefeuille de joueurs qu'il ne faut pas sous-estimer, bien évidemment. Du côté de Joao Félix, selon Le Parisien toujours, on est séduit à l'idée de venir à Paris, bien évidemment, ces derniers temps. Son temps de jeu, ses prestations sont vraiment pas à la hauteur. Il y a une rupture qui semble se consommer petit à petit avec l'Atlético, son entraîneur, les supporters et un départ semblait à un moment de la saison, je pense, je suis pas supporter de l'Atlético, je regarde pas tous leurs matchs, mais un petit peu inéluctable, même si sur les dernières rencontres, par exemple, il a marqué 3 buts sur ses 2 dernières entrées, il a réussi à un petit peu se remettre dans le droit chemin, même si bien sûr on n'oublie pas le passage qu'il y a eu en fait après la trêve internationale de septembre, où là c'était cataclysmique. Et en plus des histoires extra-sportives qui sont venues se mêler à tout ça médiatiquement. Bref, bien sûr que Félix se séduit à l'idée de venir au PSG, c'est le b.a.-ba. Voilà, même si nous on regarde tous les matchs, on sait que tactiquement il y a des petites questions, des petites problématiques quand même à inclure Félix dans ce 11 et sur le banc d'ailleurs. Lui, il le voit différemment. Je rappelle qu'en phase de poule, on a marqué des buts absolument fantastiques. Mbappé contre la Juve, Messi contre le Benfica. Et que le PSG, son rayonnement, c'est par là en fait. Tous les buts qui circulent sur TikTok, le niveau technique évidemment des individualités qui ont un impact quasi aussi grand que le club. Neymar, Messi, Mbappé bien évidemment. Quand tu connais le foot, Verratti aussi. Donc, bien sûr qu'il est enchanté. D'ailleurs, il a lui-même dit, je crois il y a un petit peu plus d'1 an, il avait fait une déclaration disant qu'il voulait une association avec Neymar, qu'il pensait qu'elle serait très bonne, voilà, qu'il adorait le joueur. Bref, sur les réseaux sociaux, il a liké plusieurs fois des posts en rapport avec le PSG, qu'il follow sur Insta. Bref, ça c'est anecdotique, mais bien sûr séduit à l'idée de venir maintenant. Et il y a d'autres facteurs dans l'équation. On va retracer, j'ai décidé pour faire l'analyse de prendre un fil directeur chronologique. On va l'analyser au Benfica, bien évidemment, même si là-bas il a joué qu'une saison, 2018-2019. On va s'arrêter sur celle-là pour analyser son profil, ses capacités intrinsèques de surperformance. Parce que globalement, sur sa carrière, son pic de forme, c'était au Benfica. À l'Atlético, irrégularité. Oui, il y a eu des moments où il était très bon. Il est allé chercher une Liga. Par exemple, il a bien démarré en ce début de saison, il avait beaucoup de temps de jeu même s'il peinait à finir les matchs. On va revenir plus globalement sur tout ça. D'abord, Porto, qu'il refuse en 2016 parce qu'il est trop petit. Alors c'est vrai qu'il est frêle,
ça pose déjà un problème à l'adaptation en Ligue 1, 1m80 pour 70 kg aujourd'hui. C'était évidemment encore plus gros, plus marqué quand il était jeune en 2016. Ça montre, que le joueur a réussi à garder la confiance en lui. Voilà, ça montre qu'aujourd'hui, à l'Atlético, il est dans une situation un petit peu similaire où on ne lui fait pas vraiment confiance, il n'est pas dans les meilleures dispositions. Il a déjà montré par le passé qu'il avait des ressources mentales, parce que quand tu te fais refuser par Porto, difficile de s'en remettre, bien évidemment. Ensuite, tout ça est augmenté par ses difficultés à tenir tout un match. Comme je le disais, en début de saison, il a bien joué, enchaîné avec l'Atlético. D'ailleurs, je crois qu'il met un triplé de passes décisives contre Retafe à la mi-août, c'était le premier match de Liga. Il finit pas les matchs. Il est un petit peu comme Messi. À la 70e, il a un creux physique. Et ça, c'est vraiment dommageable pour un joueur aussi jeune. Il fête ses 23 ans aujourd'hui, bon anniversaire à lui. Mais clairement, il y a un creux physique qui fait que tu ne peux pas l'imaginer titulaire et finir 90 minutes sur un match à très haute intensité. Voilà. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui a un jeu basé sur la course, qui va avoir des pics d'explosivité en matière de sprint impressionnants, et plus quelqu'un qui va recevoir le ballon de haut but, faire des passes et pas avoir un gros volume de course. Pareil, en termes d'implication défensive, je vous dis tout de suite, c'est pas quelqu'un qui se replie comme Neymar et qui engage du pressing comme un joueur de Jürgen Klopp par exemple. Voilà, bon bref. Il va lui falloir un temps d'adaptation physique à la Ligue 1. Bon, à Benfica, comment il jouait? Déjà, il était second attaquant dans un 4-4-2. En 2018-2019, il met 20 buts, 9 passes décisives, en 44 matchs joués. Il aimait se positionner entre les lignes. Il avait un vrai numéro 9 avec lui, Seferovic. Grosse différence avec le PSG où il n'aurait pas un profil comme Seferovic. Voilà. Et puis surtout, en Ligue 1, les lignes sont très resserrées. Lui qui aime se positionner entre, ça va être un petit peu compliqué. Tout simplement pour s'adapter et recevoir le ballon globalement dans des positions, des situations idéales avec un adversaire loin de lui pour pouvoir se retourner. En Ligue 1, ça tamponne. Lionel Messi en a fait les frais sur son temps d'adaptation qui a quand même été d'une saison entière. Bref, il est assez bon des deux pieds, donc il est capable d'évoluer sur la largeur. Alors, largeur, c'est pas vraiment le mot parce que quand je dis largeur, c'est demi-espace gauche, axe, évidemment, en tant que numéro 10, et demi-espace droit. Par contre, pour être sur l'aile, comme on en a besoin aujourd'hui avec notre passage à 4 derrière, 4-3-3 qui nécessite de la percussion sur les côtés, non, lui, il n'est pas capable de porter le ballon, de faire des appels en profondeur de l'extérieur vers l'intérieur, d'apporter de la verticalité et de faire des différences dans les 1 contre 1. C'est pas vraiment son style de jeu, du moins c'est pas là où il est le plus à l'aise bien évidemment. Malgré ça, il y a quand même des qualités là-dedans, puisqu'il est capable d'aller chercher vraiment les demi-espaces des deux côtés, parce qu'il est bon des deux pieds, il est capable de faire des conduites de balle extérieures du pied droit qui est son pied fort, ou alors intérieur, donc voilà, utiliser toutes les surfaces du pied, techniquement bien sûr, il est très très bon. C'est pas mal au PSG. Par exemple, si tu prends le match retour contre le Benfica au Parc des Princes, tu as Otamendi qui prend rapidement un jaune dans le match, qui est donc à la droite de notre attaque. Et de notre côté, tu as Mbappé. D'ailleurs, on se rappelle, c'était le sujet des notes, vous vous rappelez là sur Canal, des notes de Galtier qui avait fuité et on lui avait dit « mais qu'est-ce que vous aviez marqué? Kylian Pref à droite ou un truc comme ça ?» C'est très intéressant parce que Mbappé, c'était le moment où il faisait la guerre au club pour essayer de retrouver son couloir gauche et plus l'axe qui le bridait depuis le mois d'août. Or, sur ce match, Otamendi, il a un jaune. Tu dois aller chercher les 1 contre 1 à droite. C'est pour ça que Galtier a noté Kylian Mbappé profondeur à droite pour essayer d'aller chercher Otamendi qui serait dans les duels un petit peu moins tranchant parce qu'il sait qu'il a un jaune, et 2, même s'il pense à son carton jaune, il y a une forte probabilité qu'il prenne un rouge. Et donc aller chercher la supériorité numérique face au Benfica, ce qui est quand même pas à négliger en fait. Quand tu as des joueurs qui subissent autant de fautes, Neymar, Mbappé, Messi, Marco Verratti, je trouve qu'au PSG, on sous-évalue, en fait, on sous-estime, on n'utilise pas assez le côté supériorité numérique, aller chercher le rouge en fait de l'adversaire. Là, pour aller chercher le penalty, s'écrouler dans la surface, pas de problème, il y a du monde. Mais pour aller chercher la supériorité numérique par un rouge, moins de gens. Par exemple, sur un match comme ça, eh bien, Félix aurait pu animer ce côté droit. Même si, bien sûr, si Messi avait été là, puisqu'il n'est pas là, ça aurait été tout autre. Bref.
Et puis à droite, bien sûr, il peut être un bon complément d'Hakimi. Moi, d'abord, avant tout, je le vois être un excellent complément à Achraf qui a besoin de recevoir le ballon lancé, alors que Joao Félix est capable de contrôler dos au but adverse et se retourner, lancer ses coéquipiers. C'est ce qu'il adore faire. Là, ce serait parfait avec Achraf Hakimi. Messi peut le faire déjà actuellement, mais on a l'impression qu'on ne sait pas trop pourquoi il l'oublie, même encore cette saison. Hein. Une espèce de, je sais pas, d'élite sale gueule avec Achraf Hakimi. Peut-être préféré. Il a longtemps aussi sur sa carrière, Lionel Messi, préféré aller chercher le latéral gauche en fait, en face tout simplement. Hein, donc Nuno, et puis en plus tout ça est augmenté avec la présence de Neymar et Mbappé sur ce côté-là. Bref, ce serait un bon complément à Hakimi. Bon, il peut décrocher, Joao Félix, hein, mais il va pas avoir l'influence d'un Neymar ou Messi dans tes sorties de balles. Et du coup, il n'a pas un grand volume de passes, de touches. Qu'il faut bien sûr combler avec un déchet technique moindre. C'est-à-dire qu'il touche beaucoup moins de ballons que Neymar et Messi. Si t'es bas, lui, il va rester haut. Donc il va pas toucher 80 ballons, il va en toucher que 45 sur le match. Maintenant, quand il l'a, bien sûr, à la différence d'un Neymar ou Messi, il peut pas se permettre de perdre 20 ballons sur 45, alors que Neymar et Messi, comme ils en touchent 80, bon, ils perdent 20 ballons, ça n'empêche pas que la copie soit quasi parfaite en fait. Voilà, il y a des matchs de Messi cette saison qui sont extraordinaires, mais dans lesquels il perd une vingtaine de ballons, parce qu'il en touche quasi 100, en décrochant bien évidemment. Bon, Joao Félix, c'est pas trop son registre. Ses déplacements, c'est la première de ses qualités, ils sont extrêmement intelligents dans des poches d'espace vides, mais aussi pour libérer ses partenaires. Il a une vision de jeu qui est exceptionnelle, il est très bon, comme je le disais, pour recevoir dos au but. Ça, c'est quelque chose qui nous manque dans les grands matchs, parce que Messi a plus vraiment d'impact. En Ligue des Champions, on l'a vu, quand les adversaires jouent en 1 contre 1, le tamponne direct, bon, ils peinent à tenir le ballon. Et Neymar joue très bas. C'est difficile de l'imaginer dans ce rôle-là, même si contre la Juve, son absence nous a fait mal là-dedans. Au-delà du joueur à avoir en matière de prise en profondeur et de présence dans la surface adverse, je pense qu'on a aussi le besoin d'un joueur entre les lignes, capable de se retourner, de mettre le coup de rein. Joao Félix en est tout à fait capable, bien évidemment. Ses contrôles sont exceptionnels, hein, il élimine la majeure partie de ses adversaires sur sa première touche. C'est assez intéressant dans un PSG qui manque évidemment de mouvement. Hein. Le porteur la touche beaucoup trop chez nous. Lui, Joao Félix, quand il a dos au but le ballon, il le touche 1 ou 2 fois parce qu'il fait une différence sur le contrôle. Vitinha, Fabien Ruiz, bon, les contrôles, ils sont pas souvent dévastateurs. Tu vois ce que je veux dire. Donc, au-delà d'avoir un manque de mouvement devant, Joao Félix, en fait, il te ferait les différences avec le ballon plutôt que hors ballon. Voilà. Maintenant, on sait très bien, par exemple, s'il élimine, imaginons dans le PSG actuel, Vitinha, si ses contrôles étaient beaucoup plus tranchants, s'il était beaucoup plus porté vers l'avant, s'il éliminait en gros un joueur ou toute une ligne, une largeur adverse sur un contrôle. Évidemment que derrière, Nuno, il déboule, Mbappé, il prend la profondeur, et Hakimi, pareil. Et Messi, Neymar, il cavale pour essayer de se retrouver sur les seconds ballons, ou alors dans le 18 pour tenter une frappe à l'entrée de la surface. Voilà. Bah, Vitinha n'est pas ce joueur-là. Joao Félix ferait ce genre de contrôle qui mettrait un petit peu au diapason, sublimerait ses partenaires, en plus de leur créer de l'espace, puisqu'il fixe bien évidemment des partenaires. Bon, autre capacité intéressante, les ballons longs. Il est capable de les contrôler poitrine. On l'a vu à plusieurs reprises, contrôle poitrine, orientation directe. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, tu n'as personne qui fait ça. Donnarumma, quand il allonge, c'est globalement ridicule. Contre Marseille, par exemple, il a cherché Messi 2 ou 3 fois. C'était hallucinant. Fabien Ruiz, globalement, c'est celui qui fait le mieux ce rôle. Avec le système à 3 milieux, il évolue un petit peu plus haut sur les relances. Et donc, ça nous permet de sauter la première ligne de pression adverse. Par exemple, sur le 3e but contre Haïfa, quand on va là-bas en septembre, il fait un bon contrôle poitrine qui ensuite met l'équipe dans de bonnes dispositions pour aller marquer. Il est impliqué sur le 3e but du PSG. Joao Félix, il est bon dans ce domaine-là. Mbappé, je ne suis pas sûr que lui demander de contrôler le ballon avec la poitrine dos au but ou alors avec la tête va le calmer dans sa détestation de son rôle de pivot. Tu vois ce que je veux dire, bien évidemment. Bon, Félix, pour y revenir, n'est pas un grand dribbleur. Hein. En termes de volume, il ne tente pas beaucoup de dribble, même si à l'Atlético, parfois, il s'est un petit peu enfermé dans une caricature parce qu'il y a le manque de confiance, en fait. Quand il est en confiance, il ne va pas tenter beaucoup de dribble. Quand il est en manque de confiance, il va s'entêter à essayer de dribbler, faire l'exploit individuel pour justement reprendre cette confiance.
et parce qu'il se dit, voilà, il faut absolument que je fasse la différence pour mon équipe, que je me montre à mon avantage à moi, vis-à-vis de mes supporters, de mon entraîneur. Bref. Il manque aussi un petit peu d'explosivité, hein. Comme je le disais, sur le couloir, c'est difficile pour lui de porter la balle. Sur les coups de pied arrêtés, il aime bien, par exemple sur les corners, se mettre au second poteau, se faire un petit peu oublier, comme Mbappé. Attention, hein, parce que voilà, pour lui, c'est son meilleur moyen de combler son manque de physique, puisque dans les airs, difficile de partir au duel épaule contre épaule. Mais quand il se fait oublier, s'il arrive à bien reprendre le ballon, lancer en pleine course, ça peut faire des ravages. Mais encore une fois, attention à ne pas se marcher dessus avec Mbappé, dans le cadre d'une potentielle association la saison prochaine, par exemple. Bon, sa finition, elle est assez puissante. Il est bon dans la surface, c'est pas mal parce qu'il a de la lucidité quand même, du calme, un vrai sang-froid. Il peut finir en une touche, de manière tranchante, même plusieurs, hein. Il peut éliminer un adversaire avant de terminer. Donc ça, c'est pas trop mal. Voilà les qualités de Joao Félix, les qualités intrinsèques qui ont fait qu'en 2019, l'Atlético balance 127 millions d'euros sur lui. C'est absolument extraordinaire. Lui, de son côté, il signe pour 7 ans. Mais qui peut signer 7 ans à l'Atlético sous le Cholismo, qui est carrément une dictature tactique? Bref, c'était évidemment trop cher à ce moment-là, carrément surcoté. L'Atlético, de son côté, le voyait comme un remplaçant de Griezmann. Ils avaient fait des liquidités sur plusieurs ventes. Donc, c'était probablement le seul club à proposer autant à Benfica. Voilà. Et puis surtout, remplaçant de Griezmann, d'abord au niveau de son poste, et puis au niveau de la physionomie, en fait. Il était très jeune à ce moment-là. Il avait 18-19 ans, je crois. Et donc, tu le recrutes un petit peu comme Griezmann, jeune, où il y a encore une marge de progression, et donc la possibilité de vraiment en faire un joueur type du système de Pochettino, n'importe quoi, de Diego Simeone. Au final, échec total dans cette dimension-là. Pour le joueur, l'Atlético représentait une étape un petit peu intermédiaire. Il sortait que d'une seule saison à Benfica, donc tout de suite envisager, par exemple, le City de Guardiola, Bayern, Real, le gratin européen. Bon, difficile quand même. Et puis en termes de discipline, il apprendrait à jouer sans ballon, parce que sans ballon, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est très intelligent dans les déplacements quand son équipe a le ballon, quand lui l'a dans les pieds, mais sans ballon, quand il faut défendre, se replier et tout ça, c'est compliqué. Par exemple, c'était un petit peu un choix à la Hakimi quand il va à l'Inter. Hakimi, il était à Dortmund en Bundesliga, il exploitait ses qualités offensives, il marquait, il faisait des statistiques, mais défensivement, il n'avait pas cette rigueur du défenseur moderne complet. Il l'a acquise avec Antonio Conte à l'Inter Milan. Voilà. Joao Félix voulait un petit peu faire ça avec Diego Simeone, si on peut faire une espèce de comparaison, même si encore une fois, ça n'a pas marché. Et puis sur le transfert, c'est surtout qu'en fait, Jorge Mendes, il a vu 130 millions de l'Atlético, personne n'allait pouvoir les proposer. Il s'est dit, vas-y mon gars, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il a aussi été un petit peu forcé à aller là-dedans, parce que le Benfica aussi savait que jamais personne allait mettre autant sur ce joueur. Donc, il s'est retrouvé un petit peu là-bas. Il y a aussi une autre dimension, le fait que l'Atlético soit un club qui joue encore avec deux attaquants, avec un espèce de faux numéro 9, numéro 10, un poste qui a évidemment tendance à disparaître en fait. Ces derniers temps, l'évolution du foot, c'est plus sur des ailiers virevoltants qui portent le ballon sur 70 mètres, plutôt qu'un numéro 10 qui va distribuer avec le fameux rôle de trequartista, pardon si j'arrache complètement la prononciation. Bref, dans tous les cas, c'était un des seuls clubs qui préservait son poste. Bon, au final, comme je disais, titre de Liga, il semble un petit peu avoir fait son temps, comme Simeone d'ailleurs. Hein. La question qu'on peut se poser, c'est lequel des deux va partir de l'Atlético en premier? Diego Simeone, qui est en train de massacrer sa légende, ou Joao Félix, qui a usé un petit peu tous les jokers de patience chez les supporters. Bref, évidemment, d'un point de vue tactique, il s'est heurté aux volontés de fermer les espaces à l'adversaire pour exploiter ceux qu'il va laisser, plutôt que construire, avoir la possession et tout ça, un système qui convient bien mieux à Joao Félix. Bon, première saison, il joue 36 matchs, 9 buts, 3 passes décisives, il joue 68 minutes en moyenne par match, ça c'est correct. Deuxième saison 2020-2021, 40 matchs, 10 buts, 6 passes décisives. La saison dernière, 36 matchs, 10 buts, 5 passes D. Et cette saison, seulement 18 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Comme je disais, début de saison avec un temps de jeu conséquent. Et après la trêve, il y a eu un énorme tournant. Simeone l'a mis sur le banc. Parfois, il entrait, mais de manière ridicule, joué 2-3 minutes. Et puis là, il s'est un petit peu repris. Voilà, contre Porto en Ligue des Champions.
même s'ils finissent dernier de leur groupe, je crois, si je dis pas de conneries. Bon, il y a eu aussi un petit problème de blessure, hein. Il n'a pas été épargné. Je crois qu'il a carrément été opéré à un moment donné. Et puis mentalement, il a peut-être pas aussi la bonne personnalité. Hein. C'est pas tout sur la faute de Diego Simeone. Voilà un petit peu l'état des lieux pour Joao Félix. Donc au PSG, bien évidemment, si on le recrute, c'est quelqu'un qui va réduire le gap entre les titulaires et les remplaçants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Messi, son remplaçant, c'est Sarabia. Neymar, son remplaçant, c'est Soler. Évidemment, si à la place de Soler, c'est Joao Félix, la différence se ferait moins ressentir. Là, toute la question, c'est de savoir si Félix veut chauffer le banc au PSG, parce qu'on le voit en ce début de saison. Si Neymar et Messi maintiennent ce niveau de performance, Joao Félix aura quasi pas de temps de jeu en fait. Voilà. Bien sûr, il y aura l'enchaînement des matchs. Il pourra jouer en Coupe de France ou avant les grosses échéances de Ligue des Champions. Lille avant le Bayern, par exemple. Et puis, bien sûr, le fait que Neymar et Messi maintiennent leur niveau de performance, il n'est pas acquis. Hein. Voilà. Peut-être qu'ils vont revenir de la Coupe du Monde essorés, ou alors qu'ils en auront plus rien à foutre, tout simplement. Rien n'est à exclure, c'est le flou total. Et donc, Joao Félix viendrait apporter un petit peu une garantie dans cette dimension-là pour mettre la pression, par exemple, à Neymar. Voilà. Dans tous les cas, moi, je suis pour le prendre dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Voilà, un prêt pour 6 mois, par exemple. Parce que, ou alors option d'achat, mais pas obligatoire, avec des conditions, bien évidemment. C'est vraiment des conditions à l'avantage du PSG. Et puis, en termes de prix, jamais je mets 60-80 sur lui. Maximum 40. 50 avec les bonus, grand maximum. Et encore, en fait, c'est difficile d'imaginer le PSG mettre 40 à 50 millions sur Joao Félix sans se séparer de Messi. Dans la mesure où on s'est fait épingler par le fair play financier, on a d'autres priorités, un défenseur central, un milieu de terrain un petit peu plus bas, un numéro 9 qui t'apporte de la présence dans la surface, et je maintiens encore l'ailier. Parce qu'on est repassé, je rappelle, à un système à 4 derrière, qui fait que tes latéraux, Nuno et Hakimi, ne t'apportent plus autant offensivement. Et donc, il faut combler par un vrai ailier de percussion que Mbappé se force à être. Évidemment, il l'est bien sûr, mais derrière lui, il n'y a personne en fait. Il n'y a plus personne sur les côtés. Donc il faut absolument recruter. Joao Félix n'est pas ce genre de joueur. Il serait là, évidemment, pour être remplaçant de Neymar et Messi. C'est bien si leur niveau de performance ou d'implication baisse. Si Messi ne prolonge pas aussi, se pose la question de sa prolongation. Est-ce qu'il va vouloir? Parce qu'il a l'Inter Miami, le Barça qui va peut-être tenter de résoudre l'équation économique pour le faire revenir. Mais dans tous les cas, le PSG aujourd'hui veut le garder. Ce que je comprends, parce que d'un point de vue marketing, je pense qu'on ne se rend pas compte l'apport qu'il a en fait. Dans un moment où QSI n'investit plus vraiment, enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, on gonfle plus les partenariats comme on le faisait à une époque. Il n'y a plus vraiment d'injection. Il y a eu le Covid aussi qui est passé par là. Nos balances sont clairement à la négative en fait. On a des pertes. Messi vient quand même te sauver là-dedans dans la vente de maillots, dans la négociation de tes contrats. C'est absolument monumental. Rien que pour ça, évidemment, je comprends le club qui veut le garder. Maintenant, d'un point de vue purement sportif, je me réserve le droit, un, de voir comment il revient de la Coupe du Monde, et deux, comment il va négocier le duel face au Bayern. Vraiment, je l'attends au tournant contre le Bayern. S'il fait 2 matchs contre le Bayern, comme il l'a fait sur les grands matchs depuis sa signature au PSG, je ne le prolonge pas. C'est-à-dire que le voir disparaître comme ça face à la Juve, face au Real, face à Manchester City la saison dernière, ça me plaît pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont arraché dans les commentaires. C'est juste un fait en fait, c'est une réalité. Il disparaît dans les grands matchs depuis qu'il a signé au PSG. Maintenant, bien sûr, c'est un grand joueur, le GOAT probablement. Il va, je l'espère, me faire mentir sur la double confrontation contre le Bayern et donc prolongera. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, à l'instant T, je pense que pour Félix, prêt sur 6 mois sans option d'achat. Et derrière, on négocie cet été si Lionel Messi ne prolonge pas ou alors si Félix a évidemment fait de bonnes prestations. Pour lui, bien évidemment, bon, il peut s'étoffer physiquement en Ligue 1. Voilà, ça peut être un choix à la Xavi Simons qui quitte la Masia du Barça pour venir bosser, hop, le haut de son corps et se frotter au grand gaillard de France. Et puis techniquement, bon, bien sûr, se coller tous les jours au camp des loges, Mbappé, Neymar, Messi, Marco Verratti, et puis recevoir des ballons longs de Marquinhos par exemple, avoir les bombes Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui te proposent des prises de profondeur, personne refuse.
aujourd'hui, bien évidemment. Donc voilà ce que je pense de Joao Félix, qui divise vraiment, hein. Il y a des gens qui le trouvent surcoté, d'autres qui veulent absolument le signer. Moi, je pense que prêt sans option d'achat pour les 6 mois, je prends vraiment, même si bien sûr, ça n'enlève en rien, en fait, la nécessité de recruter en fait un neuf pivot qui t'apporte dans la surface de la présence en matière de finition et qui fixe une défense dans le jeu, et un ailier percutant, en plus du défenseur central qui urge bien évidemment après les premières parties de saison assez délicates de Ramos, Kimpembe en matière de blessures, Marquinhos, voilà, Bichabu qu'on a assez peu vu finalement. Donc, Joao Félix, je vois pas pourquoi on mettrait des millions alors qu'il faut les mettre avant sur un neuf et toutes nos priorités. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, elle était vraiment super longue. Prenez soin de vous avant tout, allez Paris, évidemment rendez-vous dimanche à 13h face à Auxerre en attendant, et puis ciao. Je finirai d'ailleurs avec Ekitike, ça peut être une belle association. Joao Félix sur le demi-espace droit, Ekitike sur le côté gauche, ça peut être pas mal, avec un vrai numéro 9 par exemple, quand tu veux vraiment faire tourner avec ta M&M, ça peut être pas dégueulasse. Bonne soirée à tous, ciao les amis.